Destinataire inconnu à l'adresse. Tu veux dire un mot avant? Vas-y. Non? Ok. Les remerciements, tout ça, on verra à la fin. Il y en a beaucoup à faire, alors. Donc, destinataire inconnu à l'adresse. Chers parents, me voici parti sur les routes de la France. Je vous écris cette lettre depuis un café. Comme vous avez pu le remarquer en suivant mon activité bancaire, je me suis acheté de quoi camper. Réchaud, tente, sac de couchage, thermos et sac à dos. J'ai mis le budget dans le sac à dos pour me muscler sans trop m'abîmer le dos. J'ai fait du stop. Une grosse Range Rover blanche s'arrêta auprès de moi. Une dame blonde, dans la cinquantaine, me dit de monter. Je montai. Elle me demanda comment je me retrouvais dans cette situation. Alors les mots sortirent de ma bouche, comme le vent agite parfois la mer. À la fin de mon récit, elle conclut. « Tu es perdu ?» De rencontre en rencontre, je descendis à Valence. Ma destination, la mer. Je ne sais pas trop où j'en suis. Je sais que j'ai honte et que je suis désolée d'avoir levé la main sur toi, papa. La nuit, je dors en bordure d'agglomération, du crépuscule jusqu'à l'aurore. Le jour, j'avance jusqu'à midi. À Valence, j'ai acheté de la crème solaire. Je crame. En fait, voilà des années que je prévois de partir comme ça. Je n'avais juste pas eu les C de le faire. Je vous reviendrai beau et fort, et un peu plus sage, je l'espère. Ne vous inquiétez de rien. Je vous aime tous deux. Arthur. Donc en fait, je ne connais pas les parents d'Arthur. Ils n'ont jamais reçu la lettre de leur fils parce que il a bien mis leur adresse, le code postal, la ville, même France. Mais il a oublié de mettre le nom de ses parents. Donc la lettre a échoué dans le centre qui gère toutes les lettres perdues de France et qui est à Libourne. Ça s'appelle le service client courrier de Libourne. Donc c'est un centre, ça ressemble un peu à un centre de tri, c'est le centre de recherche de la Poste, donc qui est près de Bordeaux. Et c'est là qu'arrivent toutes les lettres impossibles à acheminer parce qu'il y a des erreurs d'adresse, et aussi accessoirement là qu'arrivent toutes les lettres adressées au Père Noël. Et moi, en tant qu'artiste, ça faisait, quand j'ai découvert cette lettre, ça faisait déjà quelques années que j'étais artiste et je travaillais beaucoup sur... souvent la matière première de mon travail, c'est les récits de vie d'inconnus, des petits fragments de vie que je collecte, soit parce qu'on me raconte une histoire, soit parce que parfois les histoires sont contenues dans des objets. Et ces fragments de vie, je les manipule ou je les amplifie pour les partager avec des spectateurs et les faire résonner avec leur propre intimité. Donc quand j'ai découvert l'existence de ce centre, je me suis dit, c'est potentiellement peut-être chouette d'aller voir ce qui s'y passe. Et étonnamment, le directeur de ce centre a été ouvert à ma proposition et j'ai dit, moi j'ai besoin de voir ce qui se passe derrière ces murs. Je me disais, peut-être qu'aujourd'hui plus personne n'écrit de lettres, on verra. Et donc on est en novembre 2016. Il y en a qui savent déjà à peu près ce que j'y trouve et ce qu'il y a dans ces lettres, puisqu'il y a eu des gens qui ont lu des lettres là. Mais pour situer rapidement et vous montrer l'ampleur en fait de ce que c'est ce centre de lettres perdues, il y a chaque jour 2 semi-remorques remplies de lettres et colis qui arrivent. Et là, comme c'était novembre, bonus, un semi-remorque en plus avec les lettres au Père Noël. Et tout ça est traité le plus vite possible. Donc il y a les colis qui partent d'un côté, les lettres de l'autre. Et pour les lettres, d'abord elles arrivent dans une salle où il y a une machine assez bruyante qui ouvre les 20 000 lettres qui arrivent là tous les jours. Donc ça coupe les enveloppes sur le haut là. Vous verrez, il y a même une des lettres qui est exposée là, qui a été coupée par la machine en plein milieu. Et ensuite c'est dispatché dans différentes salles. Il y a une salle pour les lettres qui sont suivies et recommandées. Et puis il y a une salle qu'ils appellent la salle des lettres ordinaires. Et c'est la salle pour les lettres qui n'ont pas de code barre et... Donc voilà, j'ai pensé que c'était peut-être là qu'il pouvait y avoir plus d'histoires de famille, de lettres d'amour, etc. Donc pour cette première semaine, je me suis installée dans la salle des lettres ordinaires. Et là, il y a une quinzaine d'employés qui passent leur journée à regarder à l'intérieur des courriers déjà ouverts par la machine s'ils trouvent des indices soit sur le destinataire, soit sur l'expéditeur. Et à 99% du temps, les gens n'ont pas mis leur adresse d'expéditeur au dos, donc il faut chercher à l'intérieur du courrier des indices.
Ils font ça, ils ont des fichiers Excel, ils savent ce qu'ils doivent faire s'ils trouvent un passeport, un chèque de plus de 3 000 euros, de l'argent. C'est vrai que les histoires de famille et les histoires d'amour, ils n'ont pas le temps de les lire, même pas le droit de prendre le temps de les lire, et ils doivent être efficaces. Et donc très souvent, elles finissent à la poubelle de recyclage, un grand bac, un grand container poubelle qui est dans cette salle. Et donc, moi, le premier soir, j'ai fouillé dans cette poubelle à la recherche, entre les factures, etc., de voir s'il y avait encore des gens qui écrivaient à la main et qui écrivaient des lettres. Et j'ai pioché, je sais pas, une vingtaine de lettres, une trentaine de lettres. Parfois, j'avais que l'enveloppe, parfois, j'avais la lettre et l'enveloppe. Et je me suis assise, le centre commençait un peu à se vider. Et j'ai lu donc les premières lettres perdues. Et j'étais... Arlette en parlera plus de ces lettres, mais j'étais vraiment bouleversée en fait. J'avais l'impression de tenir des petits morceaux de vie dans mes mains. C'était souvent des situations très touchantes parce que qui dit lettre perdue dit souvent séparation, éloignement entre deux personnes, donc des séparations familiales, des séparations amoureuses, des prisonniers qui écrivent à des gens de l'extérieur ou l'inverse. Et heureusement ponctué de quelques petites notes un peu plus fraîches avec des cartes postales ou autres. Et donc dès les 10 premières lettres, je me suis dit ok, c'est incroyable ces lettres, c'est sûr que même si moi j'étais pas le destinataire, c'est des mots tellement forts, tellement puissants qu'il faut qu'ils soient entendus un jour, même si c'est pas au bon destinataire, il faut que ces mots décollent et sortent qu'ils soient entendus. Donc après, j'ai essayé de convaincre la Poste. Ça n'a pas été si difficile que ça. Je leur ai dit, en fait, est-ce que ce serait possible qu'au lieu de détruire et recycler ces lettres, elles me soient expédiées à mon atelier pour que je puisse en faire un travail artistique. Et 6 mois après, le facteur m'a amené mon premier carton rempli de lettres perdues. Un carton qui n'arrivait pas toujours en très bon état. Et là... petit à petit, en fait, tous les 3 mois, j'avais un nouveau carton et petit à petit, je suis devenue donc la dépositaire de toutes les lettres perdues de France, la plupart des lettres perdues de France. Et je calcule que j'ai reçu au fil des 4 années environ 20 000, 25 000 lettres perdues, je pense, quelque chose comme ça, qui ont donné lieu à différentes œuvres. Alors il y a eu une très longue lecture, il y a eu 2 grandes expositions, il y a eu 2 expositions avec plusieurs œuvres, une à Vénissieux dans la région Rhône-Alpes près de Lyon et une au Musée des Archives nationales en 2020, 2019 et 2020. Par exemple, donc c'est des œuvres assez variées. Moi je fais aussi bien des sculptures que des performances ou des vidéos. Par exemple, la lettre que je vous ai lue au début, cet enfant qui a fugué, c'est une des lettres qui est dans la vidéo Les Réponses. J'ai demandé à des employés de cette salle des lettres ordinaires de la lire et d'imaginer à chaud une réponse comme si c'était eux les parents d'Arthur. Et on voit les réponses de 4 employés, 4 parents d'Arthur. Donc ça, vous avez tous les liens et tout pour découvrir cette œuvre et toutes les autres œuvres que j'ai faites. Et juste pour dire, il y a une œuvre que j'ai appelée L'Élyseur, qui est une très longue lecture de ces lettres perdues, parce que moi, j'ai pas lu les 25 000, j'en ai lu à peu près 3-4 000, je pense. Et après, en fait, j'ai passé la relève, et c'est d'autres personnes qui se sont chargées, des volontaires qui se sont relayés, et il y en a là ce soir, pour ceux qui ont lu aux Archives nationales, et qui se sont relayés pour donner voix à ces mots. Et quoi d'autre Qu'est-ce que Oui, donc en fait, le seul petit hic qu'il y a eu, parce qu'il y a eu plein de lecteurs volontaires, pas mal de spectateurs, mais c'était en plein Covid. Et donc il y a des performances qui ont été faites à huis clos et juste diffusées en streaming. Donc quand même, ça a un peu écourté le projet. L'expo aux archives devait durer 4 mois, ça a duré que 2 mois. Il y a beaucoup de lecteurs qui n'ont pas pu lire, qui étaient inscrits. Et du coup, je me suis dit, ce serait chouette de faire un livre qui rassemble tout ça et qui donne une vision à la fois globale du projet, mais aussi plus approfondie. Et quand l'éditeur m'a demandé pour les mots, le texte, t'imagines quoi ?
J'ai assez spontanément, en fait, au lieu d'imaginer le nom d'un critique d'art qui accompagnerait mes œuvres, j'ai dit Arlette Farge. Et Arlette Farge, elle n'est pas critique d'art, elle est historienne spécialisée dans le XVIIIe siècle. Mais ça faisait beaucoup de sens pour moi parce que j'ai lu ses livres et vous allez voir comme elle en parle bien. Donc voilà, je te laisse parler et après je reviendrai un peu sur ce qu'il y a dans ce livre. Moi, je ne vais pas faire comme toi, je vais commencer par des remerciements. D'abord, je voudrais remercier Adriana, absolument, parce que sans quoi je ne serais pas ici. Je n'aurais jamais eu connaissance de ce monde-là. Je suis habituée aux archives du XVIIIe siècle. C'est pas plus drôle, mais c'est très différent. Et donc, je voudrais aussi remercier la libraire, la librairie et tous les gens de la librairie. Je voudrais remercier Manuela, l'éditrice, avec laquelle on a travaillé. Puis je voudrais remercier mon mari, que je ne vois pas, mais il doit exister, qui est là. Et puis je vous remercie tous, parce que c'est en effet, alors je vais vous dire, moi, le chemin que Adriana m'a fait faire, je ne vais pas être longue. Je ne le connaissais pas, Adriana, on ne se connaissait pas, et j'ai reçu un mail d'elle. Me proposant cette chose étrange, voilà, que je connaissais les lettres au Père Noël, il avait toujours eu envie de les lire, mais ça c'est mon côté petit bébé et tout ça. Et excusez-moi, j'ai fait définitivement. Oh là là. Bon, je suis désolée. En plus, il me passait tout. Excusez-moi. Oui, et alors, quand j'ai rencontré Adriana aux Archives nationales, où elle était là, assise sur des coussins, dans une des grandes salles des Archives nationales, et elle m'a montré ces paquets de lettres, et donc dans des cartons comme ça. Et c'est vrai que ce jour-là, le jour où je l'ai rencontrée, moi, qui s'est plutôt extériorisée, j'étais comme figée, elle me montrait les lettres et je trouvais que c'était un univers tellement sensible, tellement émouvant, qui me prenait vraiment moi-même, mon intelligence comme mon cœur, comme mon âme et tout, que je me suis dit, non là, je ne suis pas capable, je ne pourrais pas. Et je suis repartie et là, j'en ai parlé à des amis, on m'a dit, mais oui, t'es trop sensible, tout ça. Bon. Et puis, il y a ceux qui m'ont dit, mais non, mais écoute, tu laisses pas ça comme ça, tu y vas et tout. Donc, j'ai écouté cela. Et donc, j'ai dit oui à Adriana. Et on s'est plongé, on s'est rencontrés, bien sûr. On a fait des lectures communes toutes les deux. On en a lu beaucoup, Adriana est venue à la maison, enfin bon, les échanges se sont faits, l'amitié est venue au-dessus. Mais ce que je voudrais dire, c'est que j'avais d'abord aussi quelque chose qui était compliqué dans ma tête, c'était, mais qu'est-ce qu'on fait là toutes les deux? C'est indiscret de rentrer dans cette intimité, parce que c'est plus qu'intime. Intime, c'est bon, l'amour, machin. Mais quand l'intime, c'est la haine, quand l'intime, c'est la déchirure, quand l'intime, c'est le désastre, à un moment, je parle d'écriture du désastre. Moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est mon lieu? Est-ce qu'il ne faudrait pas oublier, puisque personne ne l'a reçu? Et après avoir beaucoup, beaucoup réfléchi, je me suis dit, mais ces lettres où, sur l'enveloppe, il y a déjà marqué que la personne qui écrit sait que la lettre n'arrivera pas. Et elle raconte même presque son histoire en mettant... il y a des exemples là. Oui, les exemples sont ici. Il y en a une, je la vois bien. Madame l'a rejetée, 7 rue de la demande de pardon. Bon retour, la paix en famille. Donc bon, ça n'arrive pas ça, mais ça dit quelque chose. Et quand on lit la lettre... Donc ce sont des... Là, quand il y a l'enveloppe plus la lettre dedans, et le moment où j'ai découvert aussi qu'au moment du Covid, puisqu'on était au moment du Covid, il y avait des lettres de haine absolument terribles. Des gens qui écrivaient à leurs parents en disant, ben, il y a le Covid, j'espère que tu vas mourir.
Et puis il y a des lettres à des morts, des gens qui sont morts, des parents qui sont morts. En fait, la chose intéressante, c'est que c'est en général, sauf d'autres exemples, tout se passe à l'intérieur de vies familiales complètement désordonnées. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est aussi la volonté, j'en montre une comme ça, vous allez voir, la volonté en fait voilà, qu'on puisse même pas lire. C'est même pas la peine. Et ça, moi je trouve ça super émouvant, quoi. Plus que émouvant, ça veut dire tout ce qu'il a, le temps pour écrire ça, le temps pour exprimer ce qu'on n'exprime pas et ce qu'il n'exprime pas, wow, c'est quelque chose d'énorme. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai réfléchi un peu plus. Et je me suis dit que ça ne pouvait pas être l'oubli. Parce que finalement, à l'intérieur de ces lettres, soit insensées, soit haineuses, soit très extravagante, hein, quand même, quelquefois, vraiment, bon, quelquefois du fou rire aussi. Eh bien, il y avait évidemment de l'humanité, une humanité, mais il y avait aussi, moi j'ai senti dans toutes ces lettres que ces gens, même avec ces gribouillis que je viens de vous montrer, se révélaient à eux-mêmes, disaient là quelque chose qui était en eux depuis très très longtemps, qu'ils ne diraient donc jamais oralement, qui n'expliquerait pas, mais qui certainement était d'un poids tel qu'il fallait qu'il arrive quelque part. Et donc en ce sens-là, après je me suis mis... Bon, il faut dire que je travaille dans les archives du XVIIIe siècle aussi, sur de toutes petites bribes de vie, sur les affects, sur les sentiments, donc j'avais une approche aussi... oui, j'avais l'impression de toucher le réel, comme j'ai l'impression de le toucher au XVIIIe siècle dans mes archives que j'aime tant. Et après, j'avais une deuxième remarque que je voulais vous dire, si je ne suis pas trop longue. Donc pour moi, les laisser dans l'oubli, c'était vraiment, franchement, impossible. Et en fait, finalement, il y a des lettres qui marquent plus que d'autres. Il y en a une ici, que Adriana a mis, où la personne a écrit sur à peu près 2 pages, je crois, un recto verso. Le mot, d'une très belle écriture d'ailleurs, ce qu'on appelle une écriture éduquée. Seul. Et vous savez, moi je le lisais tout haut, et je disais seul, ça faisait comme une mélodie dans ma tête. Hein. Je disais cette espèce de mélodie de la solitude. Et j'ai eu... Donc j'ai écrit dans mon texte, dont j'ai écrit toutes ces impressions dont je vous parle, parce que cette solitude-là, j'avais envie d'être avec lui, d'aller le voir. Je ne savais pas où la voir. Il y avait quelque chose de... Il y avait de la résignation. Il y avait de la résignation parce que l'écriture, c'est aussi une typographie, enfin tout le monde le sait. Donc on peut deviner. Et il y avait de la résignation et de l'espoir. Et c'est une des lettres qui m'a, je crois, le plus marquée. Et il y a d'autres choses encore, je voudrais vous dire, c'est que ce qui était très frappant, c'est que quelquefois, il y avait des lettres d'une haine, mais horrible. Tu m'as toujours déchiré, tu m'as jamais laissé parler, j'en ai perdu ma voix, je ne peux plus parler en public. C'est une lettre adressée au père. Plus jamais je peux prendre la parole, c'est comme si j'étais muette. Ça, c'est écrit en gros. Puis à la fin, tout en bas, tout petit. Papa, je t'aime, papa, je t'aime. Je ne sais pas vous dire. Donc j'ai essayé, maladroitement sûrement, et puis me prenant pour qui d'avoir écrit ça, de toutes les impressions qui me sont venues, qui m'ont touchée, que j'ai eu envie de redonner à ceux qui ne sauront jamais que j'ai voulu et qu'Adriana a voulu leur redonner, mais qui me paraissaient super importantes. Et en même temps, il y avait quelque chose, pour moi aussi, par moment, d'un accompagnement. Accompagner, après tout, accompagner, c'est pas forcément tenir par la main et aller dans la rue. Accompagner, c'est tout un univers.
on ne cesse de chercher à être accompagné ou à accompagner. Et je me suis dit, mais si Adriana et moi, on accompagne, et même les gens de la Poste, à la limite, qui sont sensibles, on le voit dans une des vidéos, eh bien moi je crois que c'était important. En même temps, je voudrais pas, enfin on voudrait pas, excuse-moi je dis on voudrait pas qu'on croit qu'on a fait du voyeurisme. D'abord, on ne pouvait pas beaucoup en faire parce qu'il fallait garder l'anonymat, donc on a des petits morceaux seulement. Heureusement. Et donc, c'était le moyen en même temps de pouvoir rester, de rester juste devant ses écrits. Et juste pour mettre un petit peu de couleur ou de choses. Alors, il y a quand même plein de lettres. Il y a quand même Bernard-Henri Lévy à qui on écrit beaucoup. Et à qui on lui demande de quitter sa nana, quand même, ça suffit. Une dame qui lui écrit beaucoup. Oui, quoi. c'est ça. Vraiment très. Et il y a aussi des lettres, une lettre que j'ai beaucoup aimée à Macron. Macron, on en a marre de ta mousselée, fous le camp. Bon, j'ai trouvé ça drôle. Et il y a évidemment des lettres à Messi, il y a des lettres à des chanteurs, il y a Johnny Hallyday, il est mort, mais ça fait rien, t'es pas mort parce que t'es là. Il y a des lettres drôles, évidemment, enfin drôles, voilà, qui donnent, voilà. Puis il y a des lettres ordinaires, alors pour le coup vraiment ordinaires, mais je vous ai assez parlé peut-être. Voilà, voilà, je voulais vous dire ça. Merci. Juste quand tu disais là, en effet, l'idée c'était vraiment de les laisser respecter ces lettres et les laisser anonymes. Pendant les lectures, les prénoms c'était juste des initiales en fait qui étaient lues pour brouiller, pour pas gêner qui que ce soit. Et en fait, ça permettait aussi que n'importe qui puisse s'identifier avec la lettre. Parce que ce qu'on ressent, c'est qu'on est tous traversés par les mêmes choses en fait. Oui. C'est pas c'est le bordel dans les familles, c'est le bordel dans nos familles quoi. Et, c'est le bordel tout à fait. Et donc voilà, ça on parle aussi dans le livre. Et puisqu'on en est là sur la forme et ces fragments de lettres, en fait, je vais commencer donc par remercier Jade qui a fait le livre. Qui a fait toute la maquette et qui du coup me permettra de vous présenter rapidement ce que contient ce livre pour ceux qui ne l'ont pas encore dans les mains. Donc non seulement il y a des fragments de certaines lettres, parce que j'avais fait un premier livre dans lequel il n'y avait pas ces fragments, juste des résumés des lettres, mais c'est important de voir visuellement à quoi ça ressemble et donc à votre tour vous allez les avoir un peu dans les mains. Il y a, comme je disais, une présentation de toutes les œuvres que j'ai faites, de toutes les performances avec des liens pour aller visionner quand c'est des vidéos. Et moi, Arlette d'abord a commencé par prendre des notes et écrire son journal dès la première rencontre. Elle savait que j'avais envie de lui demander un texte. Et elle s'est dit, je veux garder mes émotions telles qu'elles sont. Et donc, elle a commencé à tenir un journal. Et là-dessus, Jade a rebondi et m'a dit, Adriana, pourquoi toi aussi tu ne t'écrirais pas sous forme un peu de chronologie et de journal ? Et donc ça tombait bien, j'avais pris des notes, j'ai pris beaucoup de photos de tout le processus, de toutes les anecdotes qui m'arrivaient pendant ces 4-5 années. Et donc il y a aussi une sorte de journal de mon expérience d'avoir été dépositaire des lettres perdues, des moments de doute, des anecdotes très étranges, moins étranges. Et comment aussi je clôt ce projet. Et voilà, donc tout ça dans ce livre. Et puis il y a aussi, chaque livre est différent. Il y a une petite surprise à l'intérieur. Donc quand vous prenez un livre, voilà, c'est un peu comme tirer un jeu de cartes. Il y a une surprise. Oui, c'est la dernière page. Ça explique là. Alors, la dernière page, ça explique là. Tu te souviens pas ? Je n'avais pas lu. Et donc pour les merci, en fait, ce serait infini tellement j'ai été aidée dans ce projet par beaucoup de monde et tellement les portes s'ouvraient pour que ces lettres soient entendues. Déjà, merci Arlette, parce que vraiment c'était un rêve quand j'ai dit je voudrais que ce soit les mots d'Arlette Farge dans ce livre. Je ne pensais pas qu'un jour ça serait réalisé. Et Manuela qui nous a guidés.
et dans tout le projet éditorial, la librairie qui nous accueille. Aussi, voilà, faire un livre, il faut des soutiens, et encore plus maintenant que le papier coûte si cher. Donc là, il y a eu pas mal de gens qui se sont mobilisés, le groupe La Poste, 2 fonds régionaux d'art contemporain, le FRAC Nouvelle-Aquitaine et le FRAC Grand Large à Dunkerque. La ville de Libourne aussi, donc la ville de ce centre de lettres perdues, et le palais idéal des Archives nationales et le palais idéal du facteur Cheval, où peut-être il y aura une expo en 2024, donc l'été prochain. Ça, c'est encore un peu à confirmer, mais voilà. Et puis, en effet, après, il y a tous les gens qui m'ont aidé à produire des œuvres, à lire, à me soutenir quand c'était dur. Donc voilà. Moi, je t'embrasse. Et toi, c'est toi, Arlette, qui manquait dans la liste. Parce qu'au début, je commençais par toi. Ouais, trop belle rencontre. Donc, bien sûr, on est là. Je crois qu'on a jusqu'à 8h. Donc, ravis d'échanger, de répondre aux questions. Là, du coup, vous pouvez regarder un peu ce qui est exposé. Il y a une vitrine où j'ai mis des lettres illisibles. Une autre où il y a qui ont donné lieu à une performance. Et là, il y a des enveloppes avec des adresses un peu particulières. Et voilà, je vous laisse vous approcher. Merci. Ça va ? J'ai l'impression d'avoir vu. Mais oui, c'est les archives nationales beaucoup. C'est ça. Au départ, j'étais